Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Stoner, l'essentiel pour réussir votre projet d'ombrière de parking. Alors je vois que la salle est en train de se remplir tout doucement. On va attendre quelques secondes avant de démarrer, le temps de vous laisser le temps d'arriver. J'en profite pour faire un petit test technique. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez répondre dans le chat. C'est parfait. Tout le monde m'entend bien. Alors, vous avez été nombreux à répondre présent aujourd'hui sur cet événement. Merci beaucoup de nous accorder une partie de votre pause déjeuner. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous avons passé 45 minutes ensemble. Je suis Marine Frison-Roche, je suis responsable marketing chez Stoner et je suis votre modératrice aujourd'hui. Je suis en compagnie de nos deux experts de Fanchon Dufaux, responsable toiture ombrière et autoconsommation, et d'Adrien Maury, responsable des relations institutionnelles chez Stoner également. Alors avant de commencer, je prends une petite minute pour faire un petit rappel pratique. Votre micro et votre caméra sont désactivés et vous avez un chat en bas à droite de votre écran pour poser toutes vos questions tout au long de la présentation. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour et on aura un temps dédié au terme du webinaire pour y répondre et vous recevrez également dans les prochains jours un mail avec un lien vers le replay, une FAQ et un guide pratique d'une dizaine de pages qui synthétise l'ensemble des points clés qu'on va voir juste après. Donc, avant de commencer, je vous propose de se lancer avec un petit sondage qui va apparaître sur votre écran. Donc, aujourd'hui, au sein de votre organisation, que vous représentiez une entreprise ou une collectivité, comment est perçue la loi APER? Est-ce qu'elle est plutôt perçue comme une opportunité, comme une contrainte, ou ne se prononce pas au cas où vous n'ayez pas encore eu le temps de vous plonger dans tous ces sujets? Alors, j'attends quelques secondes, le résultat apparaît à l'écran. Merci de votre participation. Donc aujourd'hui, 85% des participants, donc 85% d'entre vous, le perçoivent plutôt comme une opportunité. Donc c'est super. L'objectif de ce webinaire, justement, c'est de vous donner toutes les clés pour pouvoir vous lancer sereinement. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Adrien, qui va donc dans une première partie commencer par vous présenter très rapidement en une slide qui est Stoner, puis qui va nous faire une petite introduction réglementaire pour nous aider à naviguer dans la loi APER. Puis dans une seconde et dernière partie, Fanchon va nous emmener avec elle sur le terrain pour nous expliquer en détail quelles sont les étapes d'un projet en ombrière de parking et comment faire de ce projet une réussite. Adrien, la parole est à toi. Bonjour Marine, bonjour à tous. Merci beaucoup de la transition Marine. On va effectivement commencer par une rapide présentation du groupe Stoner pour vous donner un aperçu de notre groupe et de comment nous sommes structurés. Donc le groupe Stoner, c'est un acteur historique du solaire photovoltaïque en France. C'est un acteur qui a été créé en 2007 par notre président fondateur Antoine Nogier. C'est un groupe qui compte environ 200 personnes, un petit peu plus à l'heure actuelle, et qui est structuré autour de trois marques qu'on évoquera juste après. Ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que Stoner est rattaché depuis fin 2022 au groupe Eiffage et à sa branche Eiffage Concession et est devenu depuis cette date finalement sa plateforme de développement des ENR. Et comme je le disais juste avant, le groupe est structuré autour de trois marques. Vous avez d'abord Sonagri, qui est le leader et le pionnier de l'agrivoltaïsme dynamique dans le monde, qui développe des solutions qui viennent protéger les cultures et les élevages face aux aléas provoqués par le changement climatique. C'est un prestataire de solutions agronomes. Vous avez Voltaire, à droite de la slide, qui est le fournisseur d'électricité du groupe, qui ne travaille pas, il faut le rappeler néanmoins, qu'avec des développeurs, qu'avec Stoner en tant que développeur. Il travaille avec
d'autres développeurs ENR. Et Voltaire a le credo suivant, c'est fournir une électricité issue principalement d'installations ENR localement, auprès des parties prenantes locales, et traçable pour le consommateur final. C'était pour Voltaire. Et enfin, vous avez au centre la BU, la filiale Soner, qui a différentes activités. Aujourd'hui, on se concentrera sur le solaire photovoltaïque, mais il faut également retenir qu'on a des activités à l'international via Soner International, et on a également des activités dans la petite hydroélectricité via Sunhydro. Mais, encore une fois, en ce qui concerne l'intervention de ce jour, il faut se focaliser sur la filiale spécialisée sur les installations dites classiques en France métropolitaine, donc Soner qui porte le même nom que le groupe, à des fins de visibilité, qui donc se positionne sur les segments dits classiques, en toiture, en ombrière de parking et au sol. Voilà pour le groupe Soner qui, comme il est rappelé sur cette slide, a un portefeuille en production de plus de 180 gigawattheures. Je passe rapidement au volet solarisation des parkings extérieurs de plus de 1500 m², avec pour objectif de vous donner une vision d'ensemble sur la réglementation à date, tout en sachant, on le verra juste après, que on est encore dans l'attente d'un certain nombre de textes réglementaires, d'un certain nombre de décrets et d'arrêtés qui vont venir préciser finalement la réglementation. Tout d'abord, ce qu'il faut noter, si on parle de la loi APER, donc de la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, qui a été promulguée en mars 2023, ce qu'il faut retenir, c'est une très forte extension des obligations relatives à la solarisation des parkings voulues par le législateur au travers de 3 articles que vous retrouvez sur cette slide. L'article 40, qui va nous concerner aujourd'hui et qui implique une obligation de solarisation de 50% de la superficie des parkings extérieurs de plus de 1500 m². Vous avez 2 autres articles au sein de la loi APER qui traitent également du sujet parking. L'article 41 qui étend finalement les obligations de solarisation ou de végétalisation de 50% de la superficie des nouveaux parkings ou des parkings associés à la construction, l'extension ou la rénovation lourde de certains bâtiments ou certaines parties de bâtiments. Et enfin, vous avez l'article 43 qui instaure des obligations de solarisation, de végétalisation sur les parkings couverts, accessibles au public, ayant une prise au sol au moins égale à 500 m². Et là, en l'état, on ne connaît pas encore la proportion, la superficie qui sera à couvrir, puisque ce sera précisé dans le cadre d'un décret d'application dédié. Et Adrien, est-ce que tu pourrais nous repréciser rapidement quel est l'objectif de la loi APER ? L'objectif de la loi APER, c'est véritablement, comme son nom l'indique, d'accélérer très fortement le développement des ENR dans le territoire français, avec un objectif très précis, c'est de changer d'échelle dans le déploiement des ENR sur le territoire et atteindre les objectifs fixés par la PPE, donc par la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec un objectif à horizon 2028 de 35 à 44 gigawatts pour le solaire photovoltaïque. Donc une très grande ambition du législateur à travers ce texte, notamment vis-à-vis du développement du solaire photovoltaïque. Si maintenant on rentre dans le cœur du sujet, et c'est-à-dire sur les obligations relatives au parking extérieur de plus de 1500 m², comme je disais tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'article 40 qui donne des indications, on va dire, assez larges, bien que quand même assez précises par moment, sur ces obligations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, on a un certain nombre de textes en attente, et notamment le décret d'application de l'article 40, qui vont venir préciser le cadre. Mais on a déjà, et c'est l'objet du jour, on a déjà une première visibilité sur finalement quel va être le cadre législatif et réglementaire relatif à la solarisation de ces typologies de parking. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que 2 typologies de parking sont visées par ces obligations. Déjà, les parkings dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter du 11 mars 2023, donc date de la publication de la loi APER. Donc là, on parle des nouveaux parkings.
et seront également visés les parkings extérieurs existants au 1er juillet 2023. Ça, c'est pour les typologies de parking qui sont visées par les obligations issues de la loi APER. Et vous avez des échéances de mise en conformité qui varient selon 2 critères. Un critère relatif au mode de gestion finalement du parking et un critère relatif à la taille, si jamais le parking n'est pas géré au travers d'une DSP, donc d'une délégation de service public. Dans le premier cas, donc dans le cas où le parking est géré au travers d'une DSP, il y aura 2 échéances. Donc déjà, si la conclusion ou le renouvellement du contrat de DSP intervient avant le 1er juillet 2026, eh bien, l'échéance est fixée au 1er juillet 2026. Et dans le cas où la conclusion ou le renouvellement du contrat intervient après le 1er juillet 2028, l'échéance est fixée au 1er juillet 2028. Dans le cas... Adrien, oui. C'est une DSP, une délégation de service public, peut-être pour clarifier. Une délégation de service public, c'est un mode contractuel au travers duquel finalement un acteur peut déléguer la gestion d'un parking à un acteur généralement privé. Donc ça peut prendre la forme, par exemple, d'une concession, tout simplement. Merci. Voilà pour ce qu'il y a au travers de ce qu'il faut noter, ce qu'il faut comprendre de ce terme DSP. Et donc si le parking n'est pas géré au travers d'une DSP, il y a ce critère de taille qui est à apprécier, à prendre en considération. Et donc, pour les parkings de plus de 10 000 m² ou plus, l'échéance est fixée au 1er juillet 2026. Là, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que le législateur, au travers de la loi APER, a souhaité accélérer en premier lieu la solarisation des parkings les plus importants en termes de superficie. Et enfin, si les parkings sont d'une surface comprise entre 1500 m² et 10 000 m², l'échéance est un petit peu plus lointaine. Elle est fixée au 1er juillet 2028. Enfin, vous avez un certain nombre de dispositions qui viennent préciser de potentielles exonérations à la main du gestionnaire du parking, de potentielles modalités de report également. Et enfin, il y a un certain nombre de dispositions sur les modalités de contrôle et de sanctions qui viennent finalement s'appliquer pour finalement s'assurer que les gestionnaires de parking se sont bien conformés à la réglementation en vigueur. Je les aborderai juste après. Déjà, si on se focalise sur la partie exonération, on voit qu'il y en a une diversité assez importante. Pour n'en citer que quelques-unes, on peut noter que dans le cas où il y a la présence d'installations ONR offrant une production équivalente sur la surface du parking, eh bien ça entraîne finalement, ça permet d'être exonéré de cette obligation issue de l'article 40. Vous avez d'autres exonérations possibles, techniques, sécuritaires, environnementales. Il faut noter également que dans le cas où on a sur le parking un ombrage apporté par des arbres sur au moins 50% de la superficie du parking, eh bien, l'exonération, le gestionnaire du parking peut être exonéré de l'obligation de solarisation. Et enfin, il y a également le cas de la suppression de la transformation partielle ou totale du parking. Qu'on retrouve d'ailleurs dans les modalités de report, la suppression ou la transformation totale ou partielle d'un parking peut permettre de bénéficier d'un report de la mise en conformité du parking vis-à-vis de la réglementation, un report qui est possible de 5 ans, prorogeable 2 ans maximum. Et enfin, vous avez une autre possibilité de report qui est cette fois-ci offerte par la loi Industrie verte, une loi qui a été publiée en fin d'année 2023 et qui permet aux parkings de plus de 10 000 m² de bénéficier d'un report de 18 mois dans le cas où il y a l'achat où le gestionnaire du parking s'engage à acheter des panneaux dits vertueux, c'est-à-dire sur le plan de la résilience en termes d'approvisionnement, sur le plan économique et également sur le plan de l'impact environnemental inhérent à la production des modules. Donc, on voit toute une liste de critères d'exonération. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut justifier un de ces critères justement pour être exempté ?
Complètement, complètement. Pour finalement être exonéré de l'obligation de solarisation, il faut pouvoir justifier de façon assez complète le cas dans lequel on se trouve. Et donc, selon l'exonération qui est avancée, on va devoir produire, donc le gestionnaire du parking va devoir produire une attestation, donc c'est des éléments techniques qui permettent de démontrer qu'il y a véritablement une situation qui active une exonération, comme on peut le voir sur cette slide. Et selon les exonérations, ça peut même aller jusqu'à la production d'études technico-économiques par un tiers, une entreprise spécialisée, et une étude technico-économique qui va devoir finalement avoir été produite assez récemment, de moins de 6 mois pour pouvoir bénéficier de l'exonération complètement. Il y a un certain nombre d'éléments à produire pour justifier de l'exonération qui est avancée par le gestionnaire. Merci pour la précision. Donc, petit rappel pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route. Donc là, c'est beaucoup d'informations. Donc, à l'issue de ce webinaire, vous recevrez donc le guide pratique et dans lequel vous retrouverez toutes les informations là qu'on vient de voir ensemble. Et donc, si je résume, on a 2 dates finalement à retenir en fonction du mode de gestion du parking et de sa taille, qui est le 1er juillet 2026 et le 1er juillet 2028. Effectivement, ce sont les échéances si on ne prend pas en compte les potentiels reports qu'il peut y avoir, qui sont offerts par la réglementation. Et ici, je conclus sur cette slide, il faut bien noter que cette réglementation, ou du moins la mise en conformité des parkings, elle va bien être contrôlée par les services de l'État, avec des contrôles exercés par des fonctionnaires et des agents publics, également par des officiers ou des agents de la police judiciaire, et que dans le cas où le gestionnaire du parking n'est pas en conformité avec la réglementation, il s'expose à des sanctions pécuniaires assez importantes qui varient en fonction de la taille du parking et qui s'appliquent jusqu'à la mise en conformité du parking. Donc dans le cas où le parking fait moins de 10 000 m², le gestionnaire de parking, s'il n'est pas en conformité, s'expose à une pénalité financière de 20 000 € par an jusqu'à la mise en conformité. Et si le parking fait 10 000 m² ou plus, il s'expose cette fois-ci au double en termes de sanctions pécuniaires, avec 40 000 € par an jusqu'à la mise en conformité du parking. Ok, donc très rapidement, si je prends un cas concret, si mon échéance de mise en conformité est au 1er juillet 2026, et qu'à cette date, j'ai donc lancé les procédures, mais que mes ombrières ne sont pas encore construites, est-ce que je suis en règle ou pas encore? Alors, a priori, vous n'êtes pas en règle parce que finalement, à compter de cette date, l'installation devrait être effective. Les ombrières de parking devraient être installées. Néanmoins, il y a quand même la possibilité de ne pas se voir infliger des sanctions pécuniaires, c'est si le retard ne vous est pas imputable. Donc, par exemple, si le retard n'est pas imputable par exemple à l'entreprise ou à la collectivité, mais plutôt, par exemple, au développeur qui aurait pris du retard dans le développement du projet. Dans ce cas-là, un peu particulier, le gestionnaire du parking ne serait pas assujetti à des sanctions pécuniaires parce que finalement, le retard ne lui serait pas imputable parce que lui, au contraire, aurait fait en sorte, aurait finalement mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour être mis en conformité à compter de cette échéance. Merci. Je vais prendre la suite. Merci Marine, merci Adrien pour ce cadre réglementaire posé. Et moi, je vais vous amener moi sur le terrain. Je vais commencer par vous expliquer quelles sont les 4 grandes étapes d'un projet d'ombrière photovoltaïque. Donc, comme tout projet comme tout projet photovoltaïque, il y a 4 grands projets, 4 grandes étapes, pardon. La première, c'est l'avant-projet, et j'ai envie de vous dire que c'est l'étape la plus critique, et c'est celle que je détaillerai dans la suite de ce webinaire, en vous exposant les questions auxquelles vous devez répondre pour avoir un projet qui sera pertinent et qui répondra à vos besoins. Une fois l'avant-projet terminé, commence la phase de développement. Cette phase de développement a 3 grands objectifs. 1.
obtenir l'autorisation d'urbanisme, donc le permis de construire pour les ombrières. Ce permis de construire est instruit pendant 3 mois et on a besoin de le préparer. C'est pour ça que cette phase, elle peut durer grand minimum 4 à 5 mois. L'autre objectif est d'obtenir un tarif pour la revente de cette énergie. On verra que ce tarif, il peut être via de l'autoconsommation ou via de l'injection réseau. Et le troisième objectif, c'est d'obtenir le financement, les fonds, pour pouvoir lancer la construction. Une fois que ces 3 objectifs sont atteints, on passe à la troisième phase, qui est la phase de construction. Cette phase, c'est pareil, elle peut être plus ou moins longue en fonction de la taille du parking et surtout en fonction de la disponibilité du parking, parce que dans les parkings existants qui vont constituer la majorité du gisement, le parking ne va pas pouvoir être fermé totalement lors de la construction des ombrières, donc on va avoir un besoin de phasage. Et en fonction de ce besoin de phasage, la construction va durer plus ou moins longtemps. Une fois la construction terminée et la centrale mise en service, commence la 4e phase, la plus longue, qui est la phase d'exploitation, qui dure à minima 30 ans. Et au terme de cette phase d'exploitation, il y a le démantèlement et le recyclage de la centrale. Alors, quelles sont les 4 grandes questions à se poser dans l'étape d'avant-projet? La première, c'est que faire de l'électricité produite? Cette question, en général, elle vient très rapidement et on détaillera un petit peu ce sujet-là. Ensuite, ça débouche sur une deuxième question. Quelles sont les différentes options contractuelles que j'ai pour pouvoir valoriser cette énergie? On prendra ensuite un petit peu de hauteur et on regardera quels sont les bénéfices et les points de vigilance qu'on peut avoir sur un projet d'ombrière photovoltaïque. Et enfin, la question à laquelle on souhaite répondre, c'est quand débuter mon projet pour être en conformité et éviter ces sanctions dont Adrien a parlé. La première question, c'est que faire de l'énergie produite? Pour répondre à cette question, je vais d'abord faire une petite introduction en explicitant 2 définitions, celle de l'autoconsommation et celle de l'autoproduction, parce que c'est 2 termes qui sont souvent confondus et au final qui ne sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce que le taux d'autoconsommation? C'est, j'ai mon parking, j'installe une centrale photovoltaïque sur les ombrières qui couvrent le parking, et le taux d'autoconsommation, c'est la part d'énergie qui est produite par cette centrale que je suis capable d'absorber directement sur site avec les consommations de mon site. Dans l'exemple, là, ci-dessous, on voit que dans la centrale installée, 95% de l'énergie produite peut être absorbée par le site et 5% ne peut pas l'être. Donc, il y a 2 solutions. Là, sur le schéma, on est dans l'injection de surplus, mais on peut aussi simplement avoir ces 5% comme une perte. La deuxième définition, c'est l'autoproduction, qui est encore plus importante parce que souvent on la confond avec l'autoconsommation. L'autoproduction, c'est la part d'électricité que va représenter cette énergie qui est produite sur site par rapport à votre consommation totale. Donc là, dans notre exemple, même si on a 95% d'autoconsommation, cette énergie-là correspond seulement à 20% des besoins globaux de ce site, ce qui veut dire qu'il reste 80% des besoins électriques qui vont devoir être couverts par le réseau. Voilà, donc souvent quand on a à l'esprit, on se dit j'autoconsomme 100%, on pourrait faire le raccourci de se dire je n'aurai plus besoin du réseau, mais c'est faux, c'est si vous autoproduisez 100%, c'est là où vous n'aurez pas besoin du réseau. Et c'est peu probable. Voilà. Et en moyenne, franchement, donc là, sur notre exemple, on a un taux d'autoproduction à 20%. Qu'est-ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, chez nos clients? Est-ce que ça, c'est un scénario optimal? Quelle est la moyenne? Aujourd'hui, principalement, on arrive surtout à des taux d'autoproduction entre 5 et 10%. Arriver à 20% d'autoproduction, c'est déjà une belle performance. Donc, que faire de mon énergie? Donc, l'énergie produite, il y a 2 grandes solutions. Soit je l'autoconsomme, donc je suis directement injecté dans mon réseau privé, soit j'injecte sur le réseau public, sur le marché. Pour savoir est-ce que je peux autoconsommer, la question qui est primordiale et le point à regarder, c'est est-ce que mon profil de consommation correspond au profil de production de la centrale? Je m'explique. Aujourd'hui, on va installer des centrales photovoltaïques, donc qui fonctionnent avec le soleil. Donc le pic de production va être généralement en été ou même en hiver autour de midi, en milieu de journée.
Si je suis un site de production industrielle qui travaille par exemple en 2/8 et où le pic de consommation est au départ de la journée à 5 heures du matin quand on allume toutes les machines, et à ce moment-là, le soleil n'est pas levé, donc la centrale ne pourra pas produire. Donc l'énergie qui est produite par la centrale ne pourra pas être utilisée parce que sans batterie de stockage. Et aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas de solution vraiment compétitive à date pour mettre des batteries. Donc le matching entre le profil de consommation et le profil de production est ultra important. Une fois cette préétude faite, si on se rend compte que l'autoconsommation est possible d'un point de vue technique, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt à m'investir, à investir dans la centrale ou à m'engager sur le long terme? Soit j'investis directement dans la centrale, soit je demande à quelqu'un d'investir pour moi, mais dans ce cas-là, je dois m'engager sur le long terme à lui louer la centrale. Si la réponse est non, on va basculer sur l'injection réseau. Et l'autre possibilité de basculer sur l'injection réseau, c'est que vous n'êtes pas intéressé par l'autoconsommation ou votre profil de consommation ne matche pas avec le profil de production. Si on injecte sur le réseau, la solution classique, c'est la valorisation sur le marché. Nous, en tant que producteurs, développeurs, on a deux solutions. Le guichet S21, qu'on appelle un guichet ouvert pour les centrales qui font moins de 500 kW crête de puissance installée. Donc là, il n'y a pas de compétition. On a un tarif qui est revu trimestre par trimestre. Et donc, on n'a pas de compétition pour l'obtention de ce tarif. Et le deuxième, c'est l'appel d'offres creux. Donc là, on a plus un mode compétitif sur un mode d'enchère inversée. Et donc là, le tarif doit être gagné. Il n'est pas certain. Mais si j'injecte sur le réseau, est-ce que pour autant, je dois faire une croix sur avoir l'énergie qui m'est réattribuée? Potentiellement non. Sur des projets d'envergure, on peut mettre en place des PPA, Power Purchase Agreement, qui est un contrat d'achat direct d'électricité entre un producteur, par exemple Soner, et un consommateur. Et pour mettre en place ça, il faut s'engager également sur le long terme. Ça a la même contrepartie que l'autoconsommation en tiers financement. Donc ça, c'est l'aspect théorique. Donc on a autoconsommation, injection réseau. Aujourd'hui, sur le marché, qu'est-ce que vous constatez plutôt? On a plutôt une tendance forte pour l'autoconsommation, plutôt l'injection réseau? Alors, c'est une très bonne question. Il y a 1 an et demi, on avait un engouement énorme pour l'autoconsommation. Cette dernière année, les prix de l'électricité ont chuté, donc on voit un petit peu un inversement des demandes et on bascule plus sur de l'injection réseau. Mais il y a quand même certaines entreprises qui ont cette autoconsommation bien en tête parce que ça nous permet de valoriser l'énergie sur le long terme et d'avoir une visibilité sur la facture, même si à l'instant T, ce n'est pas une réduction. Quelles sont les options contractuelles? Il y a 3 grands schémas en fonction de ce qu'on a dit avant. Le premier, si votre besoin, c'est de valoriser votre foncier et que vous n'avez pas besoin d'autoconsommer et de pouvoir réattribuer cette énergie, vous allez avoir le modèle contractuel suivant, c'est le bail emphytéotique ou le bail civil. En fait, c'est une mise à disposition de votre foncier auprès d'un développeur qui va investir dans la centrale lui-même, valoriser l'énergie sur le marché, et en contrepartie de cette mise à disposition, va pouvoir vous verser, si l'équilibre financier du projet le permet, un loyer. Le gros avantage de cette solution-là, pour vous, c'est que ça permet la mise en conformité du parking avec la réglementation, sans avoir à débourser de l'argent ou à vous engager sur le long terme. Avec le développeur, en tout cas, vous engagez sur le long terme sur l'achat de l'énergie. Bien évidemment, vous engagez sur le long terme sur la mise à disposition de votre foncier. La deuxième solution, c'est vous ne souhaitez pas investir, mais vous souhaitez maîtriser votre facture sur le long terme. Dans ce cas-là, il y a 2 solutions. La première, si le matching entre production et consommation est possible, c'est une solution d'autoconsommation en tiers investissement. Donc chez nous, il y a en plus du bail qui est signé pour la mise à disposition du foncier, un deuxième contrat qui doit être signé, c'est la convention de mise à disposition de la centrale en autoconsommation. Donc, on a besoin d'un engagement long terme du client. Et si jamais vous n'avez pas un matching des profils sur le site même, mais par contre qu'au global, dans votre organisation, vous avez des consommations électriques plus importantes, on peut mettre en place un PPA. J'explique un cas concret. Par exemple,
j'ai 4 sites aujourd'hui, un site tertiaire avec un grand parking sur lequel je vais installer une ombrière photovoltaïque et 3 autres sites où il y a une production industrielle dans lequel on consomme beaucoup. Donc ces sites-là ont besoin d'énergie, mais ont des tout petits parkings sur lesquels on ne va pas installer d'ombrière. Et ben on va pouvoir injecter l'énergie sur le réseau et grâce à un PPA, vous vous engagez à acheter cette énergie qui va vous permettre de couvrir les consommations de ces autres sites et pas du site sur lequel est installée les ombrières. Sur ces 2 contrats-là, il y a un point de vigilance important à voir, c'est le risque de contrepartie. Parce que le tiers investisseur va investir de l'argent, il a besoin d'avoir une solidité en face. Donc il y a 2 options, soit la nécessité de garanties financières mises en place, soit un bon ranking financier de l'entreprise qui héberge les ombrières. Et enfin, la 3e solution, c'est que vous souhaitez devenir producteur d'une partie de votre électricité et vous souhaitez investir. Dans ce cas-là, on peut vous proposer un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage parce que vous avez sûrement pas l'expérience et l'expertise en interne, ni même parfois le temps de développer ce type de projet. Et donc, en fait, vous allez externaliser toute la gestion opérationnelle du projet et être simplement investisseur sur le projet. Voilà les 3 grands modèles contractuels que vous pouvez mettre en place. On va prendre ensuite un petit peu de hauteur et regarder quels vont être les bénéfices et les points de vigilance à avoir en tête quand je me lance dans un projet d'ombrière photovoltaïque. Le bénéfice, vous l'aurez compris, premier, c'est la mise en conformité réglementaire. Mais au-delà de ça, installer des ombrières sur votre parking va vous offrir d'autres co-bénéfices, notamment la protection des véhicules, d'épisodes de grêle par exemple. Et une autre chose, c'est le confort thermique des usagers. On a tous eu cette expérience désagréable de rentrer dans une voiture qui a été garée pendant 3 heures en plein soleil et avoir l'impression de rentrer dans un four. Et l'installation d'ombrières va permettre à vos salariés, par exemple, de ne pas avoir cette mauvaise expérience en rentrant dans leur voiture en plein été. Ça va vous permettre aussi de devenir acteur de la transition énergétique, que vous autoconsommiez ou non, parce qu'au final, vous mettez à disposition votre foncier pour produire de l'énergie renouvelable, donc ça va permettre de renforcer votre politique RSE. Et enfin, le gain financier qui peut être variable et qui peut arriver sous 2 options, soit la première, un autre revenu. Et ce revenu-là va être variable en fonction de la taille du parking et de la localisation du parking. Effectivement, on va pouvoir dégager plus de rentabilité financière d'une opération qui a lieu dans le sud de la France que dans le nord. Donc c'est pour ça, ce gain financier va être très variable. Et le gain financier peut aussi se trouver avec l'autoconsommation ou le PPA, avec une vision stable d'une partie de votre achat d'énergie. Les points de vigilance à avoir en tête et pourquoi c'est ultra important d'être accompagné par des gens qui sont experts du domaine, parce que premièrement, sur un projet comme ça, on va avoir des contraintes techniques. Sur des parkings existants, on va avoir la présence de réseaux enterrés, de réseaux de gaz, de réseaux d'électricité, d'eau qui sont déjà en place. Donc, il va falloir les éviter et concevoir le projet de manière optimum afin de préserver ces réseaux. La nature du sol, qui va avoir de grands impacts sur les fondations. Si vous avez un sol trop meuble, il y aura des fondations qui vont devoir être alourdies et donc l'investissement nécessaire sur votre projet augmente. Donc forcément, potentiellement, le loyer ou le prix du mégawattheure qui en dégage vont être augmentés ou diminués. Et enfin, la distance de raccordement, parce qu'il est important de voir quand on se raccorde au réseau, il faut que le réseau ait la capacité de recevoir l'énergie que vous allez produire. Ensuite, les contraintes d'urbanisme qui peuvent être parfois importantes. Donc, on va avoir besoin de respecter le règlement d'urbanisme en place, que ce soit le PLU, le POS ou la carte communale. On peut faire aussi des études complémentaires si vous êtes à proximité d'un aérodrome, d'une piste d'atterrissage d'hélicoptère, par exemple à proximité d'un hôpital. On va avoir des études d'éblouissement à faire. Et enfin, les instructions du SDIS, donc pour la sécurité incendie, qui vont devoir être respectées. Et dernièrement, les contraintes chantier. Comme je vous l'ai dit, le parking va continuer à être exploité, à être utilisé pendant le chantier. Donc, on a besoin d'avoir une vraie coordination entre les utilisateurs du parking et les personnes qui vont faire les travaux. Et peut-être juste pour enrichir cette liste, est-ce qu'à un moment donné, les développeurs vont pas avoir un problème de ressources si tout le monde se lance en même temps ?
Alors effectivement, l'idée c'est de se lancer le plus rapidement possible parce qu'aujourd'hui on voit une vraie émergence de plein de projets sur le marché et au-delà du développeur, il y a aussi les constructeurs, l'approvisionnement en panneaux, en postes de transformation qui peut aussi être un point de blocage et également la disponibilité du réseau. Sur la disponibilité du réseau, c'est premier arrivé, premier servi, entre guillemets. Donc, quand est-ce que vous devez débuter votre projet pour être en règle? Comme Adrien l'a dit, l'idée, c'est d'avoir, au terme de l'échéance, les ombrières qui sont déjà installées. Donc, si vous avez un parking de plus de 10 000 mètres carrés, j'ai envie de vous dire que c'est maintenant qu'il faut se lancer parce qu'en moyenne, il va falloir 18 mois pour mener à bien un tel projet. Donc voilà, faut se lancer tout de suite. Donc on est à votre disposition à la suite de ce webinaire. Si vous souhaitez nous contacter pour vous accompagner dans cette phase d'avant-projet et ensuite tout au long de votre projet. Et pour les projets entre 1500 mètres carrés et 10 000 mètres carrés, vous pouvez d'ores et déjà vous lancer, comme on l'a dit, avec ce problème d'embouteillage qui risque d'arriver. Mais je vous conseille au plus tard, vraiment au plus tard, de vous lancer en janvier 2026 sur la solarisation de vos parkings. Voilà pour moi. Je vous remercie et puis on va se lancer maintenant dans cette session de questions-réponses. Merci Fanchon, merci Adrien. Effectivement, le temps file, il est déjà 12h36. Il nous reste 10 minutes pour les questions. Alors déjà, une question, et c'est vrai qu'on ne l'a pas reprécisé tout à l'heure, donc quand on parlait de valorisation de l'énergie, on a parlé d'autoconsommation et d'injection réseau, et on n'a pas parlé de la possibilité de faire les deux. Est-ce que Fanchon, tu peux revenir sur ce point? Oui, alors on peut faire les deux, on peut faire de l'autoconsommation qu'on appelle partielle. Le principal souci sur cette autoconsommation partielle, c'est trouver le tarif de rachat de l'injection de surplus. Si vous êtes sur une centrale de moins de 500 kg, le guichet S21 permet ce mix autoconsommation-injection, donc il n'y aura pas de souci. Sur des projets plus grands, on va sûrement vous conseiller de séparer le projet en deux, de faire une petite centrale en autoconsommation dédiée et une centrale en injection, également pour des questions de taxes. Quand on injecte le surplus, il y a des taxes qui vont venir se rajouter au tarif que vous allez payer, même sur la partie autoconsommée. Voilà. Et est-ce que des points de recharge de véhicules électriques peuvent être envisagés dans l'étude d'installation des ombrières? Je me lance, Adrien, ou j'y vais? Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Alors, souvent, effectivement, on a la loi LOM, dont vous en avez entendu parler. On va vous demander de prééquiper et d'équiper vos parkings à hauteur entre 5 et 20% de bornes. Donc, c'est vrai que c'est le moment d'allier les deux. Quand nous, on va creuser les réseaux pour passer les fourreaux de nos câbles électriques, autant prééquiper en même temps le parking pour les ombrières. Donc, il y a vraiment aucune contre-indication de faire les deux en même temps. C'est même recommandé. Et on peut travailler main dans la main entre développeurs. Donc oui, un mix de ces deux solutions est envisagé et souvent fait. En tout cas, dans les parkings qu'on a réalisés, quasiment 9 fois sur 10, les deux sont faits de manière conjointe. Donc une autre question pour toi, Fanchon, là sur un exemple concret. Donc pourriez-vous nous donner un exemple concret de la surface à couvrir, donc en termes d'ombrage et de gestion des eaux pluviales, conformément à l'article 40 de la loi APER? Alors, la loi APER, on dit 50% de la surface, mais c'est 50% de la surface du parking qui comprend aussi les voies de circulation. Donc, de manière simple, vous pouvez comprendre, je dois couvrir 100% de mes places. C'est beaucoup plus facile à retenir et on se prend moins la tête à savoir quelle va être la surface exacte à couvrir. A priori, si vous couvrez 100% de vos places, vous serez en conformité. Merci. Et sur un site équipé de plusieurs parkings de différentes tailles, est-ce qu'ils sont tous concernés? Comment est-ce qu'on calcule la taille du parking et est-ce qu'on compte les talus et espaces verts? Adrien, je te laisse te lancer et je compléterai si besoin. Effectivement, sur les surfaces prises en compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est précisé par le décret qui n'est pas encore publié, mais qui ne devrait pas tarder à l'être. Les surfaces qui sont prises en compte, ce sont les voies de cheminement, les places de stationnement, et effectivement sont exclus de la surface à couvrir tout ce qui correspond à des espaces verts, des aires de repos, des zones de stockage ou des espaces logistiques de manutention ou de déchargement. Et sur plusieurs parkings, peut-être le complément. Sur plusieurs parkings de tailles différentes, les obligations s'appliquent
on va dire, par parking, hein. Il faut prendre en compte leur superficie. Ce que permet la loi APER, c'est de mutualiser les obligations de solarisation. Donc, s'il y a plusieurs parkings qui sont situés les uns à côté des autres, il est possible pour les gestionnaires de mutualiser finalement les obligations de solarisation, et il faut que ça corresponde finalement à ce qu'aurait dû être installé à la superficie d'ombrière de parking qui aurait dû être installée au total. Donc c'est une étude qui est à faire au cas par cas. Et puis vous avez l'article 40 de la loi APER qui porte sur les parkings de 1500 mètres carrés. Je rappelle également, et on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a également des obligations qui visent les parkings qui se situent entre 500 et 1500 mètres carrés. Et oui, pour donner des exemples chiffrés, effectivement, si vous avez un parking de 5000 mètres carrés et un autre de 2000 mètres carrés, donc vous avez 7000 mètres carrés à couvrir. Si sur le premier parking de 5000 mètres carrés, vous arrivez à mettre une surface de 3500 mètres carrés d'ombrière, ça peut être compensé, ou alors une plus grosse partie sur un premier, une plus petite partie. Si ça appartient au même site, on peut voir à la surface d'un point de vue global. On va accélérer un petit peu parce qu'on a reçu pas mal de questions. Est-ce qu'il existe un mécanisme de compensation entre parkings? Par exemple, un parking est couvert à 100% et un autre est moins couvert. Ça, effectivement, c'est ce qu'on vient de dire. Il y a possibilité de compenser entre les parkings. De mutualiser, effectivement. Et donc, la production en mode convention PPA, est-ce qu'elle permet de soustraire la production dans les bâtiments alimentés pour le décret tertiaire? Et la production est-elle soumise à la taxe TURPE? Alors, c'est une très bonne question. Alors, premièrement, de décret tertiaire, non, il n'y a que l'autoconsommation qui permet de rentrer dans la diminution de consommation. Le décret tertiaire, c'est une diminution. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais juste le resituer. On vous demande de faire des économies d'énergie, et ces économies d'énergie, elles sont comptées sur les énergies que vous soutirez au réseau. Donc, une solution d'autoconsommation va permettre de vous aider à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire, là où le PPA va pas le permettre. Et ensuite, sur la production est-elle soumise au TURPE pour le PPA? Oui. Parce que vous utilisez le réseau, donc forcément vous payez toutes les taxes d'utilisation du réseau comme sur une fourniture classique. Et sur l'autoconsommation, si vous êtes en autoconsommation totale, non, vous ne payez pas le TURPE. Et si elle est partielle de moins d'1 méga, vous ne payez pas non plus. Et par contre, si elle est partielle et l'installation globale fait plus d'1 méga, vous le payez. C'est pour ça qu'on va pouvoir potentiellement vous recommander de faire 2 installations distinctes. Merci. Donc d'autres questions plutôt sur le volet réglementaire. Est-ce que l'échéance est déjà définie dans la loi pour certains types de parkings sans attente de décret? Effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure en début de présentation. Les 2 grandes dates qu'il faut retenir, c'est 1er juillet 2026 et 1er juillet 2028. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est 2 points. Est-ce que le parking est géré au travers d'une DSP? Donc là, ce qu'il faudra prendre en compte, c'est la date de conclusion de renouvellement du contrat de DSP. Et autrement, s'il n'y a pas de mode de gestion du parking via une DSP, il faudra prendre en compte la typologie, la superficie plutôt du parking. Pour les plus grands parkings, donc 10 000 m² ou plus, l'échéance 1er juillet 2026. Autrement, entre 1500 et 10 000 m², 1er juillet 2028. Merci. Et Adrien, donc pour continuer sur ta lancée, est-ce que tu peux nous préciser quel est le montant de l'amende? Est-ce qu'elle est calculée en fonction du chiffre d'affaires? Alors non, elle n'est pas calculée en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, puisqu'elle en parle d'un chiffre d'affaires. Elle est forfaitaire et elle dépend de la superficie du parking. Encore une fois, si les parkings font moins de 10 000 m², la sanction financière s'élève à 20 000 € par an jusqu'à la mise en conformité du parking. Et autrement, pour les parkings de 10 000 m² ou plus, elle est fixée à 40 000 € par an jusqu'à la mise en conformité, encore une fois, du parking. Donc un montant forfaitaire et non lié au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc pour l'exonération pour des raisons économiques, est-ce qu'un seul devis suffit ou est-ce qu'il en faut plusieurs? Alors ça, c'est pour être tout à fait transparent, c'est un point qui a été débattu au travers des différentes consultations qu'il y a pu y avoir dans le cadre de l'élaboration du décret, consultation auquel on a pu participer, nous, Soner. À date, je dis bien à date, puisque les choses peuvent toujours évoluer, puisque le décret
n'a pas été publié encore. À date, ce qui est envisagé, c'est simplement une étude technico-économique seulement pour justifier de l'activation d'une exonération économique. Donc une seule pour le moment. Merci. Et on va terminer sur cette dernière question. Dans tous les cas, pour les questions qui n'auraient pas été traitées, vous les recevrez a posteriori dans un mail. Donc, une remarque intéressante, il n'est donc pas nécessaire de placer des panneaux sur la toiture des bâtiments, parce que c'est l'ombrière qui est recherchée dans la loi. Alors, pour la loi APER, oui, mais il y a d'autres réglementations qui vont venir concerner les bâtiments. On fera peut-être un webinaire un peu plus tard sur ces sujets-là. Effectivement, mais, ça pourra faire l'objet d'un webinaire dédié. C'est un autre sujet. Complètement. Eh bien, c'est parfait. Il est 12h46. Nous avons respecté le timing. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci Fanchon et Adrien pour vos présentations. Donc, pour suivre toutes les avancées, toutes les évolutions réglementaires, toutes les actualités, vous pouvez également suivre Soner sur LinkedIn. On publie très régulièrement toutes les avancées sur ces sujets. Et voilà, vous avez un aperçu du guide pratique que vous allez recevoir dans les prochains jours par mail, qui reprend l'ensemble des points clés de façon très synthétique que nous avons vus aujourd'hui. Donc, merci à tous. Et pour poursuivre les échanges, n'hésitez pas à nous contacter directement. On sera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Merci, Très bonne journée. Bonne journée. Au revoir.